La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'accessibilité à l'eau potable est une réalité au Togo. Les efforts consentis par le gouvernement dans ce secteur ont permis un bond de 21 à 69% du taux de desserte d'eau potable. Et des efforts qui vont être soutenus à découvrir dans cette édition. Pour minimiser les pertes en alevin et donc accroître les produits halieutiques, le gouvernement togolais mise sur la pisciculture en cage flottante. En quoi consiste-t-elle à suivre dans ce journal? Et puis la stratégie énergétique du Togo a payé. Le pays a reçu un prix d'excellence en promotion d'énergie renouvelable et de lutte efficace contre les changements climatiques. Voilà donc pour les titres. Ces dernières années, le Togo n'a cessé de se rendre attrayant et désirable pour les investisseurs du monde entier. Ceci passe par la construction d'infrastructures répondant aux normes internationales et surtout les réformes pour l'assainissement du climat des affaires. Des atouts socio-économiques que nous rappelle ce soir Luc Assis. L'environnement socio-économique du Togo de plus en plus attractif pour les investisseurs. Avec un PIB de 5,3 milliards de dollars, le pays devrait atteindre une croissance économique de 5,5% pour 2020. Déjà en 2018, il a enregistré une croissance de 4,9% et 5,3% en 2019. Son PIB est soutenu par des secteurs d'activité très actifs. Le secteur primaire, où sont logées des activités productrices de matières non transformées, porte le PIB à hauteur de 24,4%. Le secteur secondaire repose essentiellement sur l'industrie du ciment, l'extraction des phosphates et les boissons. Il contribue à 15,6% du PIB. Les services centrés autour du commerce, de l'activité portuaire, aéroportuaire et bancaire, regroupés dans le secteur tertiaire, se taillent la part du lion. Leur rapport est évalué à 43,9% avec un solde de 16,1% constitué des impôts et taxes. 13% des recettes d'exportation sont assurées par le clinker, 10% par le phosphate et le reste revient au coton-fibre. La construction de nouveaux quais en 2014 a permis d'augmenter significativement la capacité de manutention des conteneurs du port autonome de Lomé. Cette infrastructure fait de ce port une plateforme de transbordement de premier plan dans la sous-région ouest-africaine. L'aéroport international Gnazingbe-Yadema a fait aussi peau neuve avec la construction d'une nouvelle aérogare en 2016. Environ 2 millions de personnes transitent par là chaque année. Il est classé parmi les 10 meilleurs aéroports de l'Afrique. Des routes et pistes ont été réhabilitées et construites. On note également de multiples réformes institutionnelles et structurelles pour assainir le climat des affaires. Toutes ces réalisations ont permis au Togo de gagner 40 places au classement Doing Business 2019. De la 137e place, le pays se classe à la 97e place sur 190 nations évaluées. Avec la mise en œuvre du Plan national de développement PND, le gouvernement vise une croissance économique de 7% pour les prochaines années. L'inflation reste modérée et stimule des investissements. De 9,5% du PIB en 2016, le déficit public a connu une réduction drastique évaluée à 2,9% en 2019. Pour le compte de 2020, les prévisions tournent autour de 1,9%. Et pour ramener la dette publique à un niveau soutenable, le gouvernement a signé un accord avec le Fonds monétaire international FMI afin de rétablir les équilibres macroéconomiques. Cette dette est chiffrée à 70% du PIB en 2019 contre 81,1% en 2016, un taux qui répond aux normes communautaires.
Des actions qui font du Togo une destination de choix pour les investisseurs. Et l'autre bon point enregistré par le pays, c'est le taux d'accès à l'eau potable qui a connu un bond de 21 à 69% en milieu rural. L'accessibilité à cette denrée vitale est donc une réalité au Togo. Qu'est-ce qui a été réalisé dans ce secteur et quelles sont les perspectives? Joseph Amégan nous en parle. Le taux d'accès à l'eau potable au Togo a connu une hausse sensible au cours des 14 dernières années. Le secteur de l'eau est soutenu par de nombreux chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national et de nombreux programmes et projets en cours d'exécution. De 21% en milieu rural en 2015, le taux d'accès à l'eau potable a enregistré un bond pour se situer autour de 69% en 2019. Le gouvernement ambitionne d'installer 400 forages productifs et d'en réhabiliter 200 dans la région de la Kara et celle des Savanes. De l'eau sont prévus pour accueillir les ouvrages. Ils portent sur la réalisation de 200 forages neufs équipés de pompes à motricité humaine ainsi que la réhabilitation de 100 anciens forages dans chacune de ces deux régions. La réalisation de ces ouvrages n'est qu'une continuité des actions déjà entreprises par les plus hautes autorités togolaises. Entre 2005 et 2019, 3200 forages ont été réhabilités et 5000 nouveaux ont été réalisés. Grâce aux efforts du gouvernement, le taux d'accès à l'eau potable a bondi de 21% à 69% en milieu rural. Une avancée qui confirme une fois encore la volonté des plus hautes autorités togolaises à rapprocher les points d'eau des populations rurales. Les milieux urbains et périurbains ont également bénéficié des programmes du gouvernement, lesquels programmes contribuent à rendre disponible l'eau propre un peu partout sur l'ensemble du territoire national. C'est grâce à ces actions que le nombre d'agences de la Société togolaise des eaux, TDE, dans les villes a considérablement augmenté. Elles sont passées de 23 à 53 agences. Ces différentes initiatives favorisent l'épanouissement des populations et balisent la voie au développement du pays. Le gouvernement togolais a conclu un accord de prêt en 2014 avec la Banque islamique de développement. Accord pour la réalisation du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo. Quelles sont les réalisations prévues? Jazz Nambaga nous amène ce soir à la découverte du dit projet. Ce geyser est la promesse d'une eau potable pour les populations de Kanteta dans la préfecture de l'Akéran. Avec l'arrivée de cette eau de bonne qualité, c'est tout un programme de développement qui sera mis en branle dans la localité. En effet, le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo, qui installe ce forage, veut favoriser la création de pôles de croissance socio-économique autour des infrastructures réalisées. Les pompes que nous utilisons, pompes hydrauliques villageoises, nous ne prélevons pas plus de 2 mètres cubes par jour. Alors qu'il y a des forages dont les débits atteignent les 20 mètres cubes heure, le reste de cette eau-là est toujours resté en bas. Donc c'est ça qu'on est en train d'expérimenter pour que les populations qui sont autour parviennent à exploiter cette eau-là pour l'irrigation, la pisciculture et pourquoi pas d'autres activités encore qui sont dans l'eau et à la base du développement. On est en train d'aménager un certain nombre d'hectares pour pouvoir expérimenter l'irrigation à base de cette eau de forage, le surplus de forage qu'on est en train de produire. Au total, ce sont 106 forages à pompe à motricité humaine et 31 mini-addictions d'eau potable équipées de panneaux solaires qui sont prévus dans le projet BID UEMOA. C'est dire que 137 communautés reparties dans les régions centrales de la Kara et des Savanes seront impactées dans leur vécu quotidien avec des améliorations significatives dans leurs conditions de vie. Il n'y a pas de développement, surtout rural, sans eau. Nos populations cultivent et l'objectif même, c'est de disposer de l'eau en quantité suffisante pour parvenir à le faire. Parce que si on perd tout le temps
pour aller chercher cette denrée rare. On n'a plus le temps d'aller s'occuper de ces activités génératrices de revenus. Donc, le temps pour nous d'aller prendre de l'eau désormais réduit. Les hommes peuvent aller au champ. Aujourd'hui, les femmes aussi ont des parcelles qu'elles cultivent. Laisser ces champs et aller à la recherche de l'eau. Je pense que avec aujourd'hui cette multiplication de ces points d'eau, c'est ce qui est déjà résolu. Les femmes n'ont plus à aller faire cette corvée d'eau, mais elles vont consacrer le reste du temps pour pouvoir aller s'occuper, vaquer à d'autres occupations pour avoir ne serait-ce améliorer le quotidien à travers les activités génératrices de revenus. À cause du manque d'eau, les filles restent à la maison pour pouvoir aller puiser, mais aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu. Les filles, au même titre que les garçons, vont aller à l'école. L'autre volet du projet BID UOMOA, c'est l'assainissement. Ici, il est prévu la construction de 2250 latrines communautaires dans les 3 régions bénéficiaires à travers l'approche assainissement pilotée par les communautés. Sur le projet, on a déjà réalisé 62 latrines familiales dont les travaux sont quasiment totalement achevés et 4 lots même ont été réceptionnés déjà sur 6 lots. Il y a une deuxième phase qui concerne 2250 latrines communautaires. Donc là, nous allons aider les communautés à la construction de ces latrines. Donc le dossier d'appel d'offres est finalisé. Donc dans les tout prochains jours, nous allons pouvoir lancer l'appel d'offres là. Le projet BID UOMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo est une initiative du gouvernement. Il bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires à travers un mécanisme innovant dit triple gagnant, où la Banque islamique de développement BID fournit le financement pour l'exécution des travaux sous forme de prêt. L'UOMOA prend en charge la marge bénéficiaire de ce prêt et le Togo se charge du remboursement du prêt principal. Coût global du projet, 6,860 milliards de francs CFA. Et le gouvernement veut mieux accompagner les primo-entrepreneurs engagés dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège SP. Ceux qui sont en groupement, en coopérative agricole deviendront de vrais entrepreneurs. Les techniciens et animateurs qui doivent les accompagner dans la mise en place de ces coopératives sont en formation du côté d'Atapamé. Et ceci pourra à la fin aider les 2300 groupements. Le compte rendu de la formation avec Silver Abdou. Avec le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège SP, environ 34 000 primo-entrepreneurs évoluent dans 2300 groupements agricoles. Et au moment où l'État togolais veut faire des producteurs de vrais entrepreneurs, le gouvernement veut donc les muter du groupement en société coopérative pour leur permettre de devenir de véritables entreprises capables de consolider les acquis pour avoir plus de résultats. La mise en place de ces sociétés coopératives nécessite donc l'appui et accompagnement des animateurs et techniciens des PME-PMI pour mieux les orienter sur les étapes et le processus assure dans la création de ces coopératives. Ce sont donc ces animateurs et techniciens qui sont ici pour acquérir de nouvelles connaissances sur les démarches conduisant à la création et au fonctionnement de ces sociétés agricoles communément appelées SCOOPS. Les techniciens vont apprendre comment on transforme un groupement en société coopérative. Comment est-ce qu'il faut organiser les assemblées générales constitutives. Comment est-ce qu'il faut accompagner les sociétés coopératives qui vont mettre en place, à mettre en place des bureaux, des comités de gestion. Comment est-ce qu'il faut amener les membres à libérer leur part sociale. Parce que nous sommes en entreprise et aussi il faut dire qu'une entreprise travaille pour le profit. Ce n'est plus un groupement où bien on dit on s'entraide et puis c'est fini. Il faut maintenant mettre en place tous les outils pour évaluer en fin d'exercice qu'est-ce que nous avons pu gagner, quel est notre profit et comment ce profit-là sera partagé entre les membres. 90 animateurs et techniciens répartis en 3 groupes, dont 2 groupes à Atapamé et l'autre à Sokodé dans la centrale, sont donc formés dans ce sens. Ceci dans la perspective de mieux accompagner les primo-entrepreneurs dans la mise en place de ces coopératives agricoles qui ont beaucoup d'avantages pour le producteur. Les groupements que nous avons, en devenant des sociétés coopératives, deviennent maintenant de véritables entreprises agricoles qui mettent au niveau de leur entreprise, qui travaillent avec un capital
et qui peuvent bénéficier aussi des avantages divers tels que l'exonération des impôts et taxes, tels que la facilitation pour avoir accès à un certain nombre de services, tels que aussi pouvoir avoir accès aux équipements agricoles avec l'accompagnement des structures, des services compétents qui sont en place. 450 groupements sont à ce jour devenus sociétés coopératives dans le contexte du projet. Cet engagement du gouvernement consiste non seulement à faire des producteurs de vrais entrepreneurs, mais aussi à se conformer à l'acte uniforme de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, une organisation dans laquelle fait partie le Togo parmi les 17 pays membres. Vous annoncez également au titre cette volonté du Togo d'accroître sa production de produits halieutiques tout en réduisant les pertes d'alevins. Comment cela sera possible? Grâce à la pisciculture en cage flottante. Mais avant son exécution, elle va être expliquée aux pisciculteurs grâce à un document. Ferdinand Diassoa pour des explications. Le poisson, une des principales sources en protéines animales, est également source de revenus pour les professionnels de la pêche. Cependant, nombre de ceux-ci continuent d'œuvrer avec des méthodes traditionnelles, ce qui engendre d'énormes pertes et donc ne permet pas de couvrir les besoins nationaux en poissons. Afin de relever le défi, le pays expérimente depuis quelques années la pisciculture en cage flottante qui se présente comme économiquement plus viable. Afin de mieux réglementer cette nouvelle méthode sur les barrages et lacs au Togo, un document contenant des directives fait ici l'objet d'échanges en vue de sa validation. Il s'agissait de prendre des dispositions pratiques pour éviter des lenteurs administratives pour les installations des entreprises sur le lac. Le document présente non seulement les zones propices pour cette pratique, mais également en évalue les impacts environnementaux. Une fois validé, il se présentera désormais comme seul outil qui va régir tout élevage de poissons par le biais de la technique de cage. Pour le ministre en charge de la production halieutique, cette activité sur le lac Nangbeto par exemple va engendrer d'autres cultures et donc générer de l'emploi. Nangbeto est le premier pôle de transformation agricole visible du PND, matérialisé par l'existence d'un réseau de producteurs, de 800 producteurs qui sont accompagnés par un agrégateur qui va approvisionner une provenderie qui elle-même va approvisionner des fermes piscicoles qui, eux, vont fournir de la matière première à une ou plusieurs unités de transformation parce qu'il y a de la place pour plusieurs autres entreprises de surgélation ou même de transformation du poisson en huile oméga par exemple ou en filet de poisson ou d'autres types de produits transformés. Et donc j'encourage les uns et les autres à développer de l'innovation, à installer d'autres unités de transformation, d'autres types de produits issus du poisson pour que tout le potentiel de la zone soit valorisé. Et il y a d'autres unités qui peuvent développer la transformation du soja pour fournir du tourteau en lieu et place du soja brut et d'autres types de produits tels que les farines de manioc et autres afin qu'on voit se transformer cette zone-là qui avant avait surtout été plutôt victime d'expropriation pour faire le lac et que la richesse n'a pas été produite localement pour permettre aux populations de changer leurs conditions de vie. Nous avons ce devoir et cette responsabilité de faire en sorte que ces localités qui ont permis d'avoir de l'électricité un facteur important de production se transforment et que la condition de vie des populations soit transformée et améliorée à partir du pôle de transformation agricole de Nangbeto. Le secteur halieutique emploie plus de 22 000 acteurs et contribue à environ 4,5% au PIB avec une production annuelle dépassant les 25 000 tonnes de poissons.
Évoquons à présent cette nouvelle technique dont on parle dans le secteur halieutique. Il s'agit de la pisciculture en cage flottante. Elle consiste pour le pisciculteur d'élever des poissons captifs dans un enclos qui permet l'échange permanent d'eau. Allons à sa découverte en détail dans ce dossier signé Ferdinand Ndiassoa. Depuis 2016, le Togo dispose d'une carte de potentialité aquacole qui identifie et géolocalise les zones les mieux adaptées à cet élevage. Un outil qui permettra à long terme au pays de couvrir les besoins nationaux annuels estimés à plus de 85 000 tonnes de poissons. Parmi ces zones répertoriées, le lac du barrage de Nangbeto dans l'Ougou, atteignant une capacité de 1715 milliards de mètres cubes d'eau. Ici, se développe une nouvelle technique d'élevage de poissons réputée plus productive et moins chère. La pisciculture en cage flottante. Pisciculture en cage, c'est juste mettre des cages et élever des poissons, et ce qui fait faire moins de frais et beaucoup d'oxygénation pour les poissons. Ça donne plus de bonne vie aux poissons que de le faire en étang. Les cages sont construites avec différents matériels. D'autres le font avec des tuyaux galva, même en bois. Mais aujourd'hui, on a compris que pour faire un truc durable et pérenne, il vaut mieux aller à des tuyaux avec des high density pipes. C'est ça qu'on fait sur l'océan. C'est des grands cages qu'on peut mettre sur l'océan et puis faire son activité comme cela se doit. C'est un nouveau système, mieux une pratique innovante qui permet de booster la production halieutique en un temps record. De 2012 à 2019, par exemple, la production de poissons sur le lac Nangbeto est passée de 600 tonnes à 3200 tonnes, soit une hausse de plus de 400%. Une prouesse jamais égalée ici, certes, mais la technique exige perspicacité, don de soi et surtout patience. L'entreprise Lofty Farm est l'une des premières à l'adopter au Togo. Tout part de l'écloserie. L'écloserie ne peut se faire que normalement en bassin ciment. Par après, on ramasse les larves, on les envoie toujours dans les bassins béton pour les 21 jours de revers de sexe. Et après, maintenant, on envoie pour un prégrossissement dans le vin jusqu'à l'avoir à 3 grammes avant de l'envoyer sur l'eau, ce qui donnerait une réduction de mortalité. Parce que si on envoie directement les alevins ou les alevins petits de taille de moins de 3 grammes dans l'eau profonde, la pesanteur fait que les poissons meurent, c'est à peine on trouve moitié. Aujourd'hui, nous avons une potentialité de 5 tonnes jour de poissons assortis de l'eau. La pisciculture en cage flottante requiert cependant le respect de certaines normes afin d'éviter la pollution des eaux et la perte des alevins. Entre autres normes, la distance d'au moins 2 km entre les cages, la profondeur des eaux et le choix du matériau pour construire les cages. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le souci de limiter ou de contenir la propagation de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a pris certaines mesures, notamment celles relatives à la fermeture des frontières, au confinement de 14 jours de toute personne entrant sur le territoire national, des mesures qui sont toujours en vigueur. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rappeler à toute personne qui se rend dans un pays limitrophe pour diverses raisons, surtout non officielles, enterrement, mariage et autres, qu'elle sera soumise aux mesures de confinement de 14 jours à ses frais dès son retour au pays. Les instructions sont données au personnel des forces de défense et de sécurité pour la stricte application de cette mesure. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie la population pour sa bonne compréhension. Un communiqué signé donc du ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark.
Et bientôt, un possible remède contre le Covid-19 au Togo. L'espoir vient des résultats des recherches de la commission ad hoc de l'Université de Lomé. Résultats présentés à la presse hier. Le compte rendu avec Abidé Nyazingbe. C'est un comeback tant espéré. La commission ad hoc de riposte contre le Covid-19 expose les résultats de ses recherches après 3 mois d'activité. Plus de 90 jours au cours desquels chercheurs, cliniciens, tradithérapeutes et biologistes ont mis ensemble leur savoir-faire en vue de trouver des stimulos immunisants et des molécules actives à base de plantes à même de lutter efficacement contre le Covid-19. Désormais, c'est chose faite. Bientôt, un traitement efficace contre cette pandémie. Après des tests in vitro, in vivo et l'accord de la commission bioéthique du Togo, le traitement pourrait rentrer en clinique. Et ceci selon les normes scientifiques. Avec la pandémie à la Covid-19, et vu qu'il n'existe pas à ce jour un traitement radical contre cette affection, tous les États s'organisent et l'Université de Lomé, qui est le temps du savoir, ne veut pas être du reste. C'est en cela que, sur l'initiative du président de l'université, il a été donc fait appel à tous les connaisseurs en phytomédicaments d'apporter les recettes susceptibles de pouvoir aider l'organisme à se défendre contre un virus. À peu près une centaine de produits ont été proposés. Ces produits ont été étudiés, analysés par des commissions scientifiques techniques de l'université, ce qui a permis de retenir à peu près 4. Ces 4 produits ayant passé les étapes préliminaires de validation, notamment l'innocuité en termes de toxicité et aussi en termes de formulation de la posologie adaptée pour pouvoir être utilisée chez l'homme. Nous sommes maintenant à l'avant-dernière étape de la vulgarisation, à savoir l'essai de ces produits retenus comparé à la chloroquine et l'azithromycine. Et cet essai sur un groupe assez élevé, assez grand de patients permettra de prouver l'efficacité ou non de ces produits. Les patients seront recrutés sur les sites où nous recevons et traitons les patients. Il s'agit préférentiellement du site du CHR Lomé Commune et d'Aoba. Si, heureusement, à la fin de cette pratique, il s'avère que les médicaments retenus étaient efficaces, étaient intéressants, en ce moment-là, nous passerons à la dernière étape, à savoir la production à grande échelle et la vulgarisation pour une consommation nationale. Outre ce traitement futur contre le Covid-19, la commission a également travaillé sur le renforcement de prévention. La fabrication de gel hydroalcoolique va être intensifiée. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que nous avons pu fabriquer 75 000 litres, soit 300 fûts de solutions hydroalcooliques diffusées sur tout le territoire national. Nous avons pu fabriquer aujourd'hui 20 000 masques également distribués sur tout le territoire national. Merci au gouvernement. Aujourd'hui, on a pu approvisionner nos centres de santé par respirateur artificiel. Mais le défi était également à l'Université de Lomé de s'illustrer dans ce domaine. Et nos équipes ont mis au point un respirateur qui est aujourd'hui sur la phase de test clinique. Alors, nous étions également présents en termes de veille psychologique, sociale, économique et juridique pour éplucher les mesures éditées par le gouvernement afin d'apporter des réponses à la population togolaise. La rapidité et le professionnalisme des acteurs sont ici salués par le président de l'Université de Lomé. Avec la recherche en idéal et au service de la communauté, j'espérais toujours que les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé et les chercheurs togolais la réaliseront au regard des réformes académiques fort ambitieuses et courageuses engagées depuis 4 ans à l'Université de Lomé sur fond de leur talent, de leur ambition et de leur grandeur.
Nous voici ce jour à l'un de ces grands rendez-vous tant espérés, celui de notre savoir-faire devant la Covid-19 à travers les résultats remarquables de la commission ad hoc de l'Université de Lomé dans son organisation pluridisciplinaire. Notre responsabilité est alors de le faire savoir. À cœur chantant et brûlant, vous faites la fierté de notre université et de la République. Vous voudriez ici trouver l'expression courtoise de mes sincères remerciements, tant fraternels qu'universitaires. Les résultats sont à la hauteur de nos attentes et soyez-en encore une fois félicités. Le chemin reste encore long devant les exigences de la recherche médicale, mais nous prenons date et acte et notre disponibilité ne sera jamais à éclipser. Avec votre confiance, nous construisons ensemble l'université d'aujourd'hui et de demain. L'université de Lomé reste motivée pour gagner cette lutte. Mise en place par le président de l'université de Lomé pour proposer des mesures urgentes et appropriées à même de lutter efficacement contre la pandémie, la commission lance un appel. Trouver des fonds d'ici à 2021 afin de mettre à la disposition de tous les produits issus de leurs recherches. Pour l'heure, l'on peut se féliciter des efforts des enseignants-chercheurs et praticiens de la médecine traditionnelle au Togo. Depuis le début de la crise, ils se sont illustrés à travers plusieurs initiatives pour justement limiter la propagation du coronavirus. Dans le sillage, des masques et des solutions hydroalcooliques ont été produits par les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Aussi, des échantillons de respirateurs ont-ils été conçus, quitte à être produits à l'échelle. Des visières pour le personnel soignant, autant d'actions qui ont contribué à la lutte contre la pandémie. Et je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du jeudi 2 juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 667. 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 424, 10 nouvelles guérisons depuis hier et le nombre de cas actifs est de 229. Le nombre de décès est de 14. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Et l'université de Kara, de son côté, s'intéresse davantage aux recherches sur les énergies renouvelables et durables. Elle a trouvé un partenaire sur lequel elle entend s'appuyer pour des travaux plus poussés dans ce domaine. Et ce partenaire, c'est l'Université technique des sciences appliquées de Wildao. Et nous reviendrons donc sur ce partenariat né entre les deux universités dans nos prochaines éditions. Et parlons toujours des énergies renouvelables. Le Togo est sacré bon élève dans le domaine grâce à sa stratégie d'électrification. Le pays vient de recevoir un prix d'excellence décerné par une organisation anglaise, Ashden. Le compte rendu avec Carmen Magé à Capo. L'organisation internationale anglaise dénommée Ashden célèbre le Togo pour son engagement à promouvoir les énergies renouvelables et à lutter contre les changements climatiques. L'accès rapide des populations à l'énergie, 18% en 2005 et 45% en 2018, et la mise en place d'une stratégie d'électrification totale du Togo basée essentiellement sur l'utilisation des énergies renouvelables sont les principaux facteurs qui militent en faveur du Togo. Une des composantes essentielles de cette stratégie est le projet CISO, qui signifie allumer en langue locale.
Ce projet, qui est une initiative personnelle du chef de l'État togolais vu sa détermination dans la lutte contre le changement climatique, vise à électrifier plus de 300 000 ménages ruraux d'ici à la fin 2022 par des kits solaires photovoltaïques, offrant ainsi des services énergétiques modernes, fiables, à coût abordable à des couches les plus vulnérables de la population togolaise et en respectant les normes environnementales. Notons qu'à ce jour, plus de 35 000 ménages ruraux bénéficient déjà de ce projet. C'est par visioconférence que le prix honorifique a été réceptionné par le ministre en charge des énergies. Selon lui, ce prix prestigieux démontre l'intérêt de la stratégie d'électrification promue au Togo. Nous sommes heureux que vous ayez reconnu nos actions dans le secteur énergétique en nous sélectionnant comme un des pays modèles en faisant connaître au monde entier notre approche qui est de faciliter, de vulgariser l'accès à l'énergie aux populations dans notre pays à travers des énergies renouvelables. C'est un geste chaleureux et encourageant qui va davantage nous motiver pour la mise en œuvre de cette stratégie que nous avons d'ailleurs déjà amorcée. L'organisation récompense les entreprises qui proposent des programmes énergétiques et durables avec des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Au Togo, HDN compte travailler avec l'Agence togolaise pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables pour un partage d'expériences et un appui technique et financier. Il a été donné à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, garante de la liberté et de la protection de la presse, ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées, tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques, piratent les programmes télévisuels protégés par des droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers, par quelque moyen technique que ce soit, de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende de 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite par conséquent les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés. Et c'est un communiqué donc du président de la HAC, Pitalunani Teli.
Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec notre ami Jean Kofi-Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la question de la formation à la base préoccupe les acteurs du football au Togo. Effectivement, Anita, le sujet était au cœur d'une journée de réflexion mardi dernier au siège de la FTF. Les échanges ont permis aux participants d'identifier les maux dont souffrent les structures de formation et qui entravent l'épanouissement des jeunes talents. Des propositions et des recommandations susceptibles de concourir à l'essor du football au Togo ont été formulées. Compte rendu à Flim Johnson. Au Togo, depuis quelques années, les centres et académies de football poussent un peu partout. Ces structures, qui se comptent par dizaines aujourd'hui dans le pays, encadrent des milliers de jeunes aspirants à la carrière de footballeur. Des insuffisances sont cependant relevées. L'absence d'un cadre juridique régissant l'implantation et le fonctionnement de ces centres, le manque de qualification pour bon nombre des encadreurs et l'inadéquation des infrastructures sont quelques-unes des carences qui empiètent sur la qualité de la formation. Le défi pour les acteurs revient donc à trouver des réponses adaptées à ces préoccupations pour sortir le football national de l'ornière. La présente journée de réflexion, organisée par World Sport Management, spécialisée dans le placement et la gestion des carrières de footballeurs, est donc une nécessité. Beaucoup d'académies qui sont là, mais que les résultats au niveau de la formation ne suivent pas. Nous avons des difficultés pour sortir des jeunes joueurs. Nous avons des difficultés depuis peut-être 2006 aussi à renouveler l'effectif de notre équipe nationale A. Aujourd'hui, elle est pratiquement finie. Ceux qui nous ont donné cette joie-là en nous qualifiant peut-être pour la Coupe du Monde 2006. Donc il fallait reprendre le défi parce que la formation, c'est, disons, le pilier, c'est aussi l'avenir. On ne pouvait pas construire un football périn, un football à succès, à excellence, sans passer par la formation des tout jeunes. L'expertise que nous avons depuis 2004, à travers les 4 continents, à la recherche de talents, on s'est dit que le Togo était un peu en retard dans la sous-région. Et il fallait réunir les acteurs, il fallait réunir les experts pour réfléchir autour de toutes les problématiques qui se posent à la formation des jeunes footballeurs au Togo et nous permettre rapidement de pouvoir mettre en place un chapelet de recommandations de suggestions à la Fédération togolaise de football et notamment, mais aussi au ministère. La rencontre qui a rassemblé des agents de joueurs, des responsables et techniciens de clubs ainsi que des journalistes a exploré des pistes afin d'améliorer le rendement des structures de formation. Les participants ont également fait l'état des lieux des différentes sélections nationales de jeunes du Togo. Un bulletin de santé préoccupant, vu que ces sélections disputent très rarement des compétitions internationales d'envergure. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de la Fédération togolaise de football avec l'espoir que ce sport au Togo montre un visage plus séduisant à l'avenir. Et que des nations de football Cameroun 2021 est reporté au mois de janvier 2022. Oui, Anita, et c'est l'une des grandes décisions issues de la réunion par visioconférence de la Confédération africaine de football mardi dernier. Ce report dû à la pandémie du coronavirus ne touche pas que la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouvons donc Afrim Johnson pour les autres décisions. Les sélections nationales locales qualifiées pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN devront patienter jusqu'à janvier 2021 avant de fouler le sol du Cameroun, pays hôte. Le trophée détenu depuis 2018 par les Lions de l'Atlas du Maroc ne pourra donc être disputé à nouveau qu'à partir du premier mois de l'année prochaine. La situation était inévitable compte tenu d'une actualité sanitaire mondiale toujours critique. Sous la pression de la pandémie du coronavirus, la Confédération africaine de football, à l'image d'autres fêtières homologues, a dû, de manière momentanée, mettre la balle en touche. Même le plus prestigieux des rendez-vous footballistiques continentaux, la CAN, a connu un réaménagement de calendrier. La Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun débutera non plus en janvier 2021, date initiale, mais 12 mois plus tard, en 2022. Exit par contre la version féminine de la CAN, celle prévue cette année 2020 étant purement annulée. Les dames férues de football se consolent cependant de savoir qu'elles pourront revivre très bientôt leur passion avec l'entrée en liste de la Ligue africaine des champions de leur catégorie en 2021. En attendant les féminins, les clubs masculins, eux, reprennent du service dès septembre 2020. La Ligue des champions et la Coupe CAF, qui sont au stade des demi-finales, se joueront chacune en un match unique.
Si le lot de la première reste à déterminer, la seconde, elle, se déroulera en terre marocaine. L'on attend toutefois d'être situé sur l'avenir proche des compétitions de jeunes et de la CAN de beach soccer, cette dernière dont l'Ouganda a décliné l'organisation. Jean, une dernière information. Oui, j'ai ajouté que le prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Et merci Jean, on se retrouve donc jeudi prochain. Les transporteurs opérant pour le compte de la brasserie Bébé Lomé renouvellent leur matériel roulant pour mieux satisfaire la société et par ricochet les clients. Des camions et remorques flambant neufs leur ont été livrés et c'est le fruit d'un partenariat gagnant. Écoute ça là pour le compte rendu. Ce sont des engins pour renouveler la flotte commerciale de la brasserie Bébé Lomé. 15 ensembles routiers composés de camions de marque MAN et de remorques Schmitt Cargo Bull. Ici, à Van Vliet Automotive Togo, ils n'auront plus que quelques jours à passer avant d'être mis en service. Les transporteurs travaillant avec la brasserie Bébé Lomé l'ont acquis grâce au financement d'African List Togo. La brasserie nous a bousculés en nous disant qu'avec du vieux, on ne faisait pas du travail correct. C'est-à-dire qu'on avait toujours des problèmes, des pannes et tout. Et qu'avec du neuf, on était beaucoup plus rentable. Mais le neuf, comment acheter? Et Dieu merci, nous avons une institution qui s'est installée, qu'on appelle African List, qui nous a acheté les camions, parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas. African List Togo s'est positionné en tant que banque d'accompagnement dans ce financement. Donc c'est un dossier qui a été proposé de manière tripartite avec la brasserie Bébé et les transporteurs et nous-mêmes. À travers ce financement, nous contribuons ainsi à la croissance des premiers permis. Dans le contexte de ce partenariat, au total, 35 ensembles routiers seront livrés aux transporteurs de la brasserie Bébé Lomé. Van Vliet Automotive Togo leur garantit un service après-vente avec une maintenance suivant les normes du constructeur MAN. On livre effectivement 15 ensembles routiers aux sociétés Nassif et NouTP qui sont deux transporteurs historiques de la brasserie Bébé. Des ensembles à des prix disons beaucoup plus intéressants qu'à l'habituel. Et donc ça va surtout permettre à Bébé aussi d'optimiser ses temps de chargement parce que ce sont des remorques palettisées, donc c'est-à-dire avec des rideaux coulissants sur les côtés qu'on peut charger donc sur les côtés. Et donc bien entendu nous offrons une garantie sur tous les matériels, puis nous allons offrir une formation aux chauffeurs afin qu'ils puissent bien prendre en main les tracteurs. Et comme c'était un début, on a décidé aussi de leur offrir 1 an d'entretien gratuit, mais aussi pour leur apprendre à faire l'entretien de ces tracteurs, mais aussi des remorques. Van Vliet Automotive Togo, inauguré en 2017, est une filiale du groupe Van Vliet basé aux Pays-Bas. Le groupe certifié ISO 9001 version 2008 est distributeur exclusif de la marque MAN, non seulement au Togo, mais aussi au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et une fois encore, respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.